Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Alors aujourd'hui, on va rentrer directement dans le vif du sujet parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue. J'ai peur que vous décrochiez avant la fin et le sujet est tellement passionnant que ce serait quand même drôlement dommage. Alors il y a 2 semaines, je vous faisais une vidéo sur la carte de Gleason et la théorie du continent que l'on nous dissimulerait derrière un mur de glace. Autant vous dire que plus on creuse ce sujet, plus de théories on découvre. En vérité, il y a tant à dire sur l'Antarctique et c'est tellement connecté avec tous les mensonges que l'on nous sert à longueur de temps et autres dissimulations que je persiste dans le fait que je vais devoir faire plusieurs vidéos où je développerai les différentes théories que je rencontre au cours de mes recherches, n'en déplaise aux psychopathes que j'ai pu rencontrer lors de ma dernière vidéo, parce que les gens sont intenses et honnêtement, c'est la première fois que je suis confrontée à ce tsunami ils ont joué leur vie, quoi. En tout cas, moi, je vais continuer parce que réellement, je pense, il faut se dire que la vérité se situe quelque part au milieu. Voilà, Duchesse, qui rapplique parce que je pense que l'Antarctique, c'est son sujet. Et les amis, c'est maintenant, on y va. Situé aux confins de notre planète et baigné de conditions climatiques extrêmes, les pôles exercent depuis longtemps une attirance toute particulière sur les humains. Une fascination qui s'est changée au début du 19e siècle en une véritable quête avec la naissance des explorations polaires, mais aussi l'émergence d'une course à la conquête. Ni l'Arctique, ni l'Antarctique n'ont échappé au phénomène. Au cours des voyages du capitaine James Clark Ross autour de la circonférence de l'Antarctique, il a souvent écrit dans son journal combien il était perplexe lorsqu'il se retrouvait systématiquement en non-conformité avec leur carte marine, indiquant qu'il s'était retrouvé chaque jour à une moyenne de 19 308 à 25 744 km en dehors de leur zone estimée. Et plus tard, carrément plus au sud, à quelques 46 661 km d'écart, ce qui est énorme. Petite parenthèse avant de poursuivre, il se peut que des fois je fasse des erreurs dans les chiffres. Parce qu'en plus d'être dyslexique, je suis dyscalculique. Bah oui, l'un pouvait pas aller sans l'autre. Mais surtout, parce que dans l'autre vidéo, je me suis fait tarcler parce que j'ai osé dire, oh mon Dieu, erreur suprême, que en Antarctique, on atteignait des température de plus de moins 100 degrés. Alors, j'ai fait une erreur, effectivement, parce qu'en fait, dans ma tête, je parlais en Fahrenheit et la France, c'est Celsius. Donc, désolé. Mais encore une fois, concentrez-vous sur le fond. D'accord? Parce que la forme, on n'est pas sur planète découverte, je le répète. Je poursuis. Pareil, le lieutenant Charles Wilkes, qui commandait une expédition d'exploration de la marine américaine en Antarctique de 1838 à 1842, a également mentionné dans ses journaux être constamment à l'est de son estimation, parfois à plus de 32 km en moins de 18 heures. On a même retrouvé une citation du révérend Thomas Milner qui confirme cette anomalie. Dans l'hémisphère sud, c'est sa citation que je vous lis, les navigateurs naviguant vers l'Inde se sont souvent crus à l'est du Cap, alors qu'ils étaient encore à l'ouest, et ont débarqué sur les rives de la côte africaine qui, selon leurs calculs, se trouvaient normalement derrière eux. Ce malheur est arrivé à une excellente frégate, le Challenger, en 1945. Comment se fait-il que le navire de Sa Majesté conquérant se soit ainsi perdu? Et effectivement, question, comment tant d'autres nobles vaisseaux parfaitement sûrs, ayant un équipage parfait, parfaitement équipés pour les traverser, ont-ils été naufragés par temps calme? Non seulement dans la nuit noire ou dans le brouillard, mais aussi en plein jour et sous le soleil. Dans le premier cas, sur les côtes, dans le dernier, sur des roches submergées. Comment s'y sont-ils pris avec leurs cartes pour être autant en dehors des calculs? Alors effectivement, dans ma dernière vidéo, je vous avais servi l'exemple de la carte de Gleason qui laisse, je le répète, encore perplexes tous ceux qui se sont penchés dessus, à part Je vous ai dit les affolés du clic, les collabos de la censure et les personnes qui n'ont pas compris le système de YouTube et qui croient que
Je sais pas, que c'est vos parents, hein, parce que vous êtes trop débiles et à cause de moi, vous risqueriez de croire à des théories qui sont loufoques et oh là là, qu'est-ce que c'est dangereux. Je le répète, pour moi, ces personnes sont les mêmes qui ont brûlé les livres pendant la Seconde Guerre mondiale sur les places publiques pour éviter aux gens de s'ouvrir aux vérités et à la connaissance parce que ça mettait en danger un système moribond. Bref, mais vous allez voir, cette carte de Glisone, n'en déplaise encore à ces tarés, c'est loin, très loin d'être la seule. Et on n'a peut-être pas fourni à ces pauvres marins les cartes qui leur auraient permis de s'y retrouver. Vous allez voir, c'est juste fascinant. En 1929, une carte a été trouvée, enroulée sur une étagère poussiéreuse dans une bibliothèque du palais de Topkapi à Constantinople, aujourd'hui Istanbul, en Turquie. Cette carte, désormais célèbre sous le nom de carte de Piri Reis, a suscité un vif débat dans le monde entier. Lorsqu'elle a été découverte, la carte de Piri Reis a immédiatement attiré l'attention car il s'agit de l'une des plus anciennes cartes de l'Amérique et de la seule carte du XVIe siècle qui montre l'Amérique du Sud dans sa position longitudinale correcte par rapport à l'Afrique. La carte est dessinée sur une peau de gazelle et a été compilée en 1513 par Ahmed Muhyiddin Piri, plus connu sous le nom de Piri Reis, qui était un amiral militaire, navigateur, géographe et cartographe ottoman. Environ un tiers de la carte qui subsiste montre les côtes occidentales de l'Europe, l'Afrique du Nord et la côte du Brésil. Plusieurs îles de l'Atlantique, dont les Açores et les Canaries, sont représentées, ainsi que l'île mythique d'Antilia et peut-être le Japon. Sur la carte, Piri Reis a laissé un message où il explique qu'il s'est effectivement inspiré d'une vingtaine de cartes anciennes. En plus de ces anciennes sources, Piri Reis fait même référence aux graphiques des voyages aux Amériques, dont une dessinée par Christophe Colomb qui n'a jamais été découverte. Les géographes ont passé plusieurs siècles à rechercher sans succès une carte perdue de Christophe Colomb qui aurait été dessinée alors qu'il se trouvait dans les Antilles. Je me dois de bien préciser que cette carte montre les rivières d'Amérique du Sud avec précision. Vraiment, vraiment beaucoup de précision et étonnamment, deux étranges anomalies sont visibles. La première anomalie est une île au large de la côte sud et d'Amérique du Nord. En effet, au large de ces côtes d'une Floride qui pour le coup semblerait tronquée, se trouve une large et rectangulaire grande île orientée verticalement. Sauf que ceci ne ressemble clairement pas à ce que Colomb aurait pu voir ou dessiner. Certains des cartographes et historiens universitaires qui font foi ont avancé l'idée qu'il pourrait s'agir de Cuba mal dessiné. Donc, encore une fois, la théorie des universitaires, le gars a tout dessiné avec extrêmement de précision, mais d'un coup, il s'est lâché sur Cuba. Il ne devait pas aimer la salsa, il devait avoir, je sais pas, il s'est dit Cuba, je m'en fous. Une carte parfaite qui engage en plus sa crédibilité en tant que, je vous le dis, historien, cartographe, etc. Lui, il a dit non, Cuba, fuck it. Sauf que les archéologues objectifs, eux, et pas universitaires, ont clairement expliqué que ce n'était absolument pas possible, que l'île était bien trop fine et qu'elle était orientée différemment et qu'il n'existe aucune île de la sorte et qu'elle n'existait pas en 1513 non plus. Par contre, il existait une île de cette taille et de cette forme durant, accrochez-vous, la dernière période glaciaire. Mais comment Piri aurait-il bien pu le savoir? Et ce n'est pas la seule singularité de l'extraordinaire carte de Piri. Vers le sud, on a un large territoire que tous les spécialistes, sans exception, jugent inhabituel, voire carrément mystérieux. C'est même devenu l'un des aspects les plus controversés de cette carte. Il s'agit d'un étrange littoral prolongeant l'Amérique du Sud le long de la bordure sud de l'Atlantique. Le problème, c'est que personne n'aurait dû en avoir connaissance en 1513. C'est bien l'aspect le plus déroutant de la carte de Piri Reis, car il s'agirait d'une représentation de l'Antarctique. Non seulement la carte montre une masse terrestre près de l'Antarctique actuelle, mais elle décrit la topographie de l'Antarctique comme n'étant pas masquée par la glace et avec beaucoup de détails. Il n'y a aucune trace de la coquille de glace qui lie le continent.
Mais il y a des montagnes et des rivières, et étrangement, un tracé net du littoral correspondant exactement à la réalité. Mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Comment Piri Reis pouvait-il savoir ça de manière si précise, étant donné que selon les livres d'histoire, la première observation confirmée de l'Antarctique a eu lieu en 1820 par l'expédition russe de Mikhail Lazarev et Fabien Gottlieb von Belgekausen. Pardon, Fabien, je m'excuse, j'ai dû certainement saccager ton nom. Autre petite parenthèse, je répète, confirmée. Elle a peut-être été mentionnée avant, mais elle a été confirmée en 1820 par ces deux gentlemen, dont je ne vais pas répéter le nom parce que je vais encore très certainement le bousiller. En 1965, le professeur Charles Hapgood de l'Université du New Hampshire a examiné la carte avec plusieurs de ses étudiants. Eux aussi ont confirmé la représentation de la côte de l'Antarctique sur la carte. Mais ils ont aussi remarqué une autre anomalie étrange. La carte de Piri Reis avait été créée à l'aide d'une projection de Mercator, une méthode de création de cartes qui permettait une courbure plus précise lors du transfert des cartes du papier au globe. Et d'ailleurs, ça, on en reparlera, de Mercator, de Magellan et tout ça, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Mais les cartographes européens n'ont pas utilisé cette technique avant 1569. Une fois de plus, la carte semble avoir défié les lois du temps. Et donc la seule explication crédible que Charles Hapgood a pu avancer est qu'il ne pouvait s'agir que d'une représentation du littoral de l'Antarctique sans glace et que ça ne pouvait avoir qu'une seule explication possible. Les anciens navigateurs avaient cartographié la côte antarctique bien avant que les terres ne soient gelées, il y a environ 6000 ans. Et Piri devait forcément avoir en sa possession une carte vieille de plusieurs milliers d'années comme source. Sauf qu'aucune carte de ce type n'est connue et que bien évidemment, le gars, il s'est fait un petit peu terminer parce qu'ils lui ont dit oui, ben oui, bien sûr, et comment il aurait eu la carte. Mais cette conclusion audacieuse impliquait que tout ce que nous savions sur les civilisations était alors faux. D'après ce que nous savons, les civilisations anciennes ne possédaient pas les outils ou les capacités nécessaires pour cartographier les continents à une telle échelle. Alors, comment cela a-t-il pu être réalisé? Petite parenthèse, j'aime trop les parenthèses, mais j'en ai besoin, parce qu'il y a des gens, ils sont un peu durs de l'oreille. Bien sûr que les géologues, historiens, cartographes universitaires, d'accord, ont une théorie, encore une fois je répète parce que tout n'est que théorie, où ils balayent tout ça avec des explications, vous allez voir, je vais vous le dire par la suite un petit peu, pour moi, capillotracté. Sauf qu'il faut comprendre que quand on fait des recherches plus approfondies que les 2 premières pages de Google ou que lorsqu'on regarde sur France 2 ou Planète Découverte, on se rend compte que ces mêmes personnes sont elles aussi controversées. Et que des fois, le travail qu'ils ont fourni en amont avant de déclarer leur théorie et d'en faire des vérités absolues a été pas mal bâclé. Et justement, quand ils n'arrivent pas à comprendre que ça les gêne aux entournures ou qu'il faut qu'ils fassent un peu plus d'efforts peut-être d'imagination ou d'ouverture d'esprit, ils refusent. Et ainsi, les historiens universitaires refusent ne serait-ce que d'envisager la possibilité que le continent puisse apparaître sur la carte de Piri de 1513. Ils ont donc décidé que l'explication officielle serait qu'en fait, Piri Reis se serait retrouvé, écoutez ça, à court de papier, et qu'en fait il s'agirait d'un simple gribouillis, et que c'est les conspirationnistes qui ont inventé ces pseudo-explications. Vous voyez, ça c'est l'explication officielle. C'est-à-dire pendant que je faisais mes recherches, j'ai vu des universitaires se marrer en disant « mais non, mais il a gribouillé ». À qui fait ça dans la vie? Qui s'applique minutieusement à faire un travail, qui a une réputation engagée, qui est reconnu comme étant un homme de qualité avec expérience, qui fait foi dans son milieu et que parce qu'il est à court de papier, il va saloper son travail comme ça. Et puis, dans sa tête, il s'est dit, puis les marins qui utiliseront ma carte, ils comprendront que c'est un gribouillis, ils iront pas au-delà. Enfin, moi, encore une fois, c'est des choses qui
qui m'agace profondément. Il y a des gens qui auraient pu le croire. Hein. Il y a des gens qui auraient pu les croire. On aurait pu les croire. On aurait pu se dire, bon, après tout, ils connaissent mieux que moi. S'ils disent que c'est bâclé, c'est que c'est bâclé. Sauf que la carte de Piri Reis est loin, très loin d'être la seule. L'Antarctique apparaît sur d'autres cartes du XVIe siècle. La carte d'Oronteus Finaeus, d'une précision incroyable, est non seulement hyper détaillée, et détaille ce qui ressemblerait à l'Antarctique, mais le nom de l'Antarctique est carrément écrit. Et elle aussi montre une Antarctique sans glace et sans calotte glaciaire. Elle a été dessinée en l'an 1531. Encore une fois, basée sur quelle source ? Par contre, si c'est bel et bien l'Antarctique qui est représenté sur la carte de Piri, comment expliquer son orientation et son lien avec l'Amérique du Sud? Regardez le littoral de l'Antarctique. Non comment il est bien évidemment de nos jours, mais comment les géologues l'imaginaient quand l'eau était basse. 18 000 ans avant Jésus-Christ, les amis, et que la calotte méridionale s'étendait vers le nord. Le littoral de l'Antarctique de la dernière période glaciaire ressemblait à s'y méprendre à celui de la carte de Piri. Comment cela est-il possible qu'avant que tout explorateur moderne ne pose les yeux dessus, il puisse en avoir connaissance, avec cette délimitation caractéristique du continent, mais sans glace. Un groupe d'archéologues a alors avancé la possibilité que peut-être, dans ses recherches cartographiques, Piri Reis se serait basé sur des schémas antérieurs du continent compilés par les anciens Sumériens ou Égyptiens vers 5 ou 9 000 ans avant Jésus-Christ, et que peut-être ce qui était représenté sur cette carte n'était rien d'autre que la légendaire Atlantide, lorsqu'elle existait encore, et que justement maintenant, soit l'habitat de cette civilisation hautement développée était recouverte d'une calotte glaciaire impénétrable, soit il se situait quelque part au-delà d'une barrière de glace. Alors, avant que tout le monde s'affole et commence à me dire, mais c'est n'importe quoi qu'il clairement, vous ne pourrez pas revenir sur ça et vous ne pourrez pas discuter de cet argument, ces cartes suggèrent que bien avant l'expédition de Magellan, une civilisation a voyagé dans le monde durant la période glaciaire, que nos ancêtres avaient les technologies et les moyens d'explorer et de cartographier les océans du monde et que l'Antarctique y avait un rôle fondamental. Se pourrait-il qu'il s'agisse de la civilisation hautement développée des Atlantes, qui est morte à la suite officiellement de catastrophes il y a plusieurs siècles, le berceau du grand empire qui, à en juger par la description de Platon, devait être une immense île, n'a jamais été retrouvé, malgré les nombreuses mentions qu'il en a été faites. Certains chercheurs controversés, qui ne font pas partie du système, je ne vais pas le répéter à chaque fois, vous avez compris la dynamique et le délire, suggèrent que c'était l'Antarctique qui était le lieu où existait la mystérieuse nation des demi-dieux, des demi-humains. Mais y a-t-il des preuves matérielles ou toute cette théorie est-elle basée uniquement sur des hypothèses non fondées ? Forcément, le problème, c'est que les fouilles dans de telles conditions sont extrêmement difficiles. On comprend de ce fait pourquoi autant de mystères et surtout de possibles autour de l'Antarctique après sa découverte en ont intéressé plus d'un. Et l'un des premiers fut le Führer allemand, qui s'est rapidement passionné pour le 6e continent, car alors qu'il s'intéressait de près aux archives des Templiers et au Tibet, c'est au cours de l'une de ses expéditions, justement au Tibet, que les nazis auraient appris qu'il y avait quelque chose à l'intérieur ou au-delà de l'Antarctique. Officiellement, pour ceux qui n'aiment que les versions officielles, c'est pour un business qui se sont barrés en Antarctique, c'est pour un business d'huile de baleine. Ils avaient besoin absolument d'huile de baleine et il n'y avait qu'en Antarctique qui avait des baleines de premier prix, de premier choix. Mais comme l'a révélé bien plus tard la Royal Navy britannique, et je vous dis des années plus tard, là-bas, caché dans un quartier secret du quadrant antarctique, une patrouille de la Royal Navy aurait découvert une base navale nazie. Et le fait est que les détails historiques sont clairs. En 1938, l'Allemagne nazie a monté une expédition vers les côtes de l'Antarctique.
Le 17 décembre, le navire, je suis désolée pour les prononciations, je vais essayer de me souvenir de ce que vous m'avez dit pour l'allemand, je crois que le W ça se dit V, hein. Donc le navire Schwabeland part de Hambourg. La mission de 82 hommes se dirige vers le sud. Les nazis avaient 2 hydravions, le Boré et le Passat, modifiés spécifiquement pour être utilisés à des températures inférieures à 50 degrés. Au cours de leur expédition en Antarctique, des avions allemands ont découvert des endroits exceptionnellement chauds. Une zone de l'Antarctique d'une superficie de 600 000 km² comprise entre la longitude 20 degrés est et 10 degrés ouest, connue sous le nom de Queen Maud Land, qu'à l'époque les Allemands avaient nommé le paradis de la terre de glace ou la nouvelle Swab, l'avait d'ailleurs revendiqué. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mets le lien dans la barre de description de cette vidéo, conformément au traité de l'Antarctique de 1959, aucun pays ne reconnaît les demandes allemandes et a suspendu toutes les revendications territoriales. By the way, dans la dernière vidéo, j'ai étudié le traité de l'Antarctique, donc je sais que c'est une terre qui ne peut être revendiquée par personne, et au cours de mes recherches, j'ai quand même découvert que la famille Rothschild possédait un pan, hein, et que c'était même à son nom. Vous pouvez faire expérience et chercher, vous allez la trouver. Alors bien évidemment, j'ai pas encore creusé, mais je m'y attellerai. Je pense qu'il y aura une petite explication officielle cousue de fil blanc, mais c'est quand même très bizarre que les Rothschild, ou pas, possèdent un pan de terre en Antarctique, alors qu'aucun pays ne peut revendiquer quoi que ce soit. Je continue. Et aujourd'hui, la base allemande, hein, sur le Terra Delhi, là, Neumayer, est située sur la banquise, au même endroit que tous les autres centres d'observation des autres pays, puisque de toute façon, il faut qu'ils respectent un certain périmètre, mais quand même pas trop loin de cette zone. Les sous-marins de 1938 ont donc réussi à trouver une entrée, selon les écrits de l'époque, dans un réseau de grottes où, grâce au courant chaud, il était tout à fait possible de vivre. Rapidement, les rumeurs se sont mises à enfler et il se murmurait de par le monde que les nazis allemands auraient trouvé soit une base secrète des Anunnaki au pôle sud, soit ils auraient découvert l'Atlantide, soit ils auraient construit des bases secrètes indestructibles basées sur des connaissances venues de notre monde. Une chose est certaine, les technologies qu'ils ont développées alors étaient incroyablement avancées pour l'époque, ce qui a alimenté l'idée qu'Hitler devait avoir obtenu sa technologie d'ailleurs. L'une des citations les plus intéressantes que j'ai notées sur le Neuschwanbaland et l'Antarctique vient du marin allemand, l'amiral Karl Dönitz, qui a dit « La flotte sous-marine allemande s'enorgueillit d'avoir construit pour le Führer, dans une autre partie du monde, un Shangri-La sur Terre, une forteresse inimaginable, la station 211. » Le fait est qu'à partir de ce moment, le travail a commencé à bouillir à l'intérieur du 6e continent. Des personnalités politiques les plus en vue et des scientifiques éminents d'Allemagne se sont alors rendus sur place. Certains de leurs témoignages affirment que de riches gisements de métaux cachés sous la glace ont fourni des minéraux non seulement à la ville souterraine, mais aussi à la patrie des nazis restés à l'étranger. Et bientôt, la rumeur de la découverte d'une oasis avec des terres fertiles en Antarctique a commencé à enfler. Rapidement rejointe par le fait que les nazis auraient bénéficié de l'aide d'une civilisation ancienne, d'une civilisation avancée, voire, quand ils ont poussé très loin, d'être venus d'ailleurs, et ont pu ainsi commencer à développer un certain nombre de super-armes, y compris un avion appelé disque antigravité ou soucoupe volante, clairement, et tout un arsenal out of this world, hors de ce monde, avec des techniques et des procédés futuristes. Hitler misait beaucoup sur la nouvelle Swab, et selon la rumeur, y voyait un jour une capitale nazie potentielle. D'ailleurs, il semblerait que 250 000 Allemands aient été portés disparus après la guerre. Et ça, je vous parle même en tenant compte des pertes. Et personne ne sait où ces 250 000 personnes ont disparu. La théorie veut qu'à la fin de la guerre, des bateaux ont été littéralement envoyés au sud de l'Antarctique.
Ils auraient transporté tout ce qui avait été saisi de par le monde pendant cette Seconde Guerre mondiale. Des richesses pillées comme butin, des gains du début de la guerre, ainsi que des biens saisis des Juifs de l'Europe occupée. Ces richesses étaient détenues par des gouvernements amis, pour certaines, et pour le reste, elles ont disparu. Comme par exemple, d'ailleurs, et même certaines des technologies militaires les plus prisées. Donc les gens ont dit que très certainement, elles avaient dû être envoyées plus au sud, vers l'Antarctique, où des bases sous la glace s'assureraient que ces secrets restent secrets jusqu'au moment où le Troisième Reich pourrait peut-être renaître de ses cendres. Alors tout ceci n'aurait pu rester qu'au stade de théorie, par manque de preuves, sauf que la toute nouvelle superpuissance, les États-Unis, parce qu'ils ont gagné, les libérateurs de la Seconde Guerre mondiale, a eu vent de quelques-unes de ces rumeurs. Et en 1947, les États-Unis ont envoyé vers le sud, sous le commandement de l'amiral Byrd, l'opération High Jump. Ce n'est qu'en 1991 que des documents précédemment classifiés ont émergé et ont fait la lumière sur cette tristement célèbre opération qui a montré que la marine américaine a également effectué d'innombrables missions en Antarctique. Organisée par l'amiral Richard Byrd dans les années 1940, l'opération a mobilisé, accrochez-vous, plus de 4000 hommes, 13 navires et 33 avions. Et forcément, la question qui se pose est une question toute simple et c'est la suivante. Pourquoi la plus grande superpuissance du monde a-t-elle envoyé 3 groupements tactiques navals et des navires de soutien pour une croisière de plaisance risquée au milieu des icebergs, à bord de navires de guerre qui n'étaient pas vraiment conçus pour affronter le mauvais temps au fin fond du monde alors que la guerre était bel et bien terminée et que, selon les historiens, les universitaires, il n'y avait rien en Antarctique, rien d'intéressant, c'était juste un grand continent glacé qui servait à rien, à part à équilibrer la planète. Qu'est-il en plus, et de surcroît, deuxième question, au-delà de ça, qu'est-il arrivé à cette flotte? Et quand je vous ai dit de plaisance, c'est parce qu'officiellement, à l'époque, c'est ce qu'ils avaient dit. Non, il ne s'agit pas d'une opération militaire, malgré l'envergure du truc, c'est comme ça, un kiff. En plus, ils ont fait tout ça dans le plus grand secret. Enfin, ils ont essayé de voler les apparences. Alors, question, s'il s'agissait effectivement d'une simple croisière pour aller voir un petit peu ce qui se passait là-bas, pourquoi personne à l'époque n'en a été informé? S'il s'agissait d'une manœuvre navale, de la même, par contre, parce qu'ils auraient pu aussi dire ça, c'est une manœuvre navale, la presse du monde entier en aurait sûrement parlé. Donc déjà, ça crée une espèce de flou, pas artistique, d'un flou qui, selon moi, permet légitimement de se poser des questions. Les déclarations de l'amiral Byrd après cette exposition, les amis, vont être tonitruantes. Mais ça, je vous vois bondir de vos chaises, ce sera pour la semaine prochaine. À moins, je le répète, que les fous du clic, les collabos du système, partisans de la censure totalitaire, surtout de l'unicité de pensée, ne va pas chercher à être curieux, ne va pas épiloguer sur des théories, d'accord? Et alors, s'ils se déchaînent encore comme des malades à cliquer et à signaler ma vidéo comme ils l'ont fait la dernière fois, bon, je m'accorderai une semaine, un petit break, et je vous ferai un autre sujet comme je l'ai fait avec Kanye West la semaine dernière, un autre sujet entracte pour que la sauce retombe. Parce qu'effectivement, ce qui m'énerve, c'est que quand ils signalent des vidéos, forcément, après, les notifications partent moins, voilà, et encore une fois, je répète, n'en déplaise à certains, mes vidéos, c'est trop de boulot pour que, voilà, quand je prenne le risque qu'elles soient strikées par YouTube. Oui, je sais, vous allez me dire pourquoi tu postes pas sur d'autres plateformes. Alors déjà, je ne poste pas sur d'autres plateformes parce que je suis en doublon sur Odyssée et qu'Odyssée, je sais pas pourquoi, mais des États-Unis, je répète que je vis aux États-Unis, ça rame. Donc quand j'essaie d'uploader une photo ou une vidéo, ça va jamais au bout. Ça passe quand c'est en doublon sur YouTube, par un process que je ne comprends pas, mais ça passe. Par contre, quand moi, toute seule, j'essaie d'uploader, ça ne marche pas. Et puis après, les amis, la majorité de mon audience est ici. Je vais pas partir et tout recommencer ailleurs. Je vais être juste plus maligne et contourner le système. Voilà, cette vidéo, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Avant de vous quitter, je voudrais vous parler d'une organisation qui me tient extrêmement à cœur. Je voudrais citer avec beaucoup de tendresse la fondation Les Amis de Sam.
Récemment, il y a une de mes abonnées qui m'a contactée et qui se retrouvait sur les bras avec un petit chat, une petite chatte qui a été aveugle. Elle avait chopé le coryza quand elle était encore dans le ventre de sa maman et elle avait des problèmes yeux terribles. Je vais vous mettre une petite vidéo. Et grâce aux amis de Sam qui ont fait un boulot extraordinaire, grâce à ma communauté Instagram, d'ailleurs n'oubliez pas d'aller me suivre qui est génial, on a trouvé un foyer à cette petite mémère et je tiens forcément à remercier encore 1000 fois la dame qui l'a prise, qui a récupéré la petite chatte qui est en train de vivre sa meilleure vie et qui a été accompagnée par les amis de Sam. Et vraiment, je pense que ce genre d'association, il faut les soutenir, il faut les encourager. Donc je vous mets tous les liens nécessaires dans la barre de description de ma vidéo. Et vraiment bravo, merci, parce que cette petite chatte, c'était pas gagné. En plus, elle a eu des bébés. Si ça vous intéresse, je vous referai l'histoire. Dites-moi-le en commentaire. Et c'est une belle histoire et je suis très fière. Je suis très fière d'avoir trouvé, déjà de ma communauté, parce que j'ai des gens au top, et puis d'avoir trouvé une petite maison à cette petite merveille. Voilà, donc je trouve que c'est important. Donc sinon, revenons à nos moutons avant qu'on se quitte. Vous connaissez le système, parce que bien évidemment, depuis les signalements derrière la vidéo Kanye West, je suis pas forcément suggérée, ni forcément notifiée. Vous savez que pour contourner l'algorithme, on like ma vidéo, merci d'avance. On commente ma vidéo, ça c'est carrément le top. C'est pas pour moi, c'est pas pour mon ego, c'est pour l'algorithme. On partage. Vous êtes tellement à le faire que des fois, je culpabilise même de vous le répéter. Pour les petits nouveaux, abonnez-vous. Ça coûte rien. Ça va pas faire, ça va rien changer quoi que ce soit pour vous. Juste, ça va me faire plaisir. On encourage un peu mon travail. Voilà. Pour le reste, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. On se dit à dimanche prochain. Et n'oubliez pas, stay safe.